Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude deux histoires qui font bien flipper. La première, vous allez voir, elle a un déroulement qui est assez particulier. Je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ça. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre meilleur like et à venir me rejoindre sur Instagram. Et si vous m'écoutez en podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, ça m'aide énormément. Voilà, je crois que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous propose d'éteindre la lumière de là où vous trouvez et on est parti pour la première histoire. Cette première histoire, mes amis, c'est celle de Camille. Camille a 22 ans et elle fait du babysitting depuis des années. Pas parce qu'elle adore ça, mais parce qu'en gros, ça lui a permis d'avoir un petit peu d'argent de côté, histoire de se faire plaisir le week-end et de subvenir à ses besoins. Et surtout, elle nous explique que c'est un taf où elle se prend pas vraiment la tête, elle arrive chez les gens, elle garde l'enfant, en même temps elle peut regarder Netflix, donc elle est refaite. En plus de ça, c'est quelqu'un qui est extrêmement fiable, donc forcément les parents la rappellent souvent, et pour couronner le tout, elle prend du plaisir à faire ça, donc j'ai envie de dire, tout va bien. Notre amie Camille, c'est pas quelqu'un de stressé, ni même de compliqué, au contraire, elle nous dit qu'elle est plutôt du genre à accepter les choses comme elles viennent, sans vraiment se poser de questions, et justement, dans cette histoire, le couple qui va lui proposer de faire du babysitting, elle le connaît très bien. C'est un couple avec qui elle travaille depuis un petit moment et de façon régulière, elle travaille généralement le week-end, elle connaît la maison presque sur le bout des doigts, elle connaît le bébé qu'elle doit garder, que ce soit ses jouets préférés, ses habitudes, les choses qu'il mange, et c'est d'ailleurs exactement pour ces deux raisons qu'elle accepte lorsque le couple lui demande si elle veut venir garder leur bébé pendant un week-end, parce que eux, ils vont se faire un petit voyage pour la Saint-Valentin. Donc, dès que la proposition arrive, elle dit oui sans même réfléchir, elle se dit que ça va être tranquille, que ça va être cool comme toutes les autres fois, qu'elle va simplement garder le bébé pendant une petite voire 2 heures, et ensuite c'est soirée Netflix jusqu'à que le couple revienne. Le jour où elle arrive, tout se passe normalement, ça se passe très bien. Les parents partent, ils lui disent au revoir, le bébé lui, il est très calme, et la maison, eh bien, elle n'a juste pas changé des dernières fois. Camille pose ses affaires, elle se fait un petit café, elle joue un peu avec le bébé, puis, en fin d'après-midi, lorsque le soleil commence gentiment à se coucher, elle se prépare avec le bébé pour sortir, parce qu'en fait il manque quelques ingrédients pour faire le repas, mais avant de partir, elle passe par l'arrière de la maison pour jeter la poubelle, et cet arrière de maison, il donne sur un endroit précis, c'est le salon. Lorsqu'elle sort, elle remarque un truc qui l'a fait s'arrêter net. En fait, dans le jardin, sous la fenêtre, il y a 2 grosses traces de pas, et elle comprend assez vite que ces traces de pas, elles n'ont normalement rien à faire là. C'est pas en mode le père qui est venu réparer la fenêtre ou quoi, je sais pas. Elle sent en elle qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, ce qui la dérange, c'est pas forcément qu'il y ait des traces, mais c'est plutôt leur orientation. Elles sont clairement tournées en direction de la fenêtre, comme si quelqu'un s'était arrêté pile à cet endroit pour regarder l'intérieur de la maison. Bon, Camille, elle reste debout, à fixer ça pendant quelques secondes, sans trop savoir quoi penser. Elle essaye de trouver des explications raisonnables, en mode c'est peut-être le jardinier, parce qu'il devait ouvrir une porte ou je ne sais quoi. Peut-être qu'effectivement, c'est le papa qui est venu réparer le volet de la fenêtre ou je ne sais quoi. Mais bon, au bout de quelques minutes, elle voit bien qu'elle tourne en rond, qu'elle n'arrive pas à raisonner. Donc, elle abandonne, elle se dit voilà, moi il faut que j'aille absolument au magasin parce qu'il va bientôt fermer. Si je veux aller acheter les 2-3 ingrédients qui me manquent, il faut que je me speed. Donc, elle retourne dans la maison, elle prend le bébé, les deux sortent en direction du magasin, et une fois arrivée sur place, elle fait les courses. Mais elle nous explique que ces courses, elle les fait de façon un petit peu mécanique. C'est comme si elle était absente, dans le sens elle a quelque chose qui lui tourmente l'esprit, et dites-vous qu'elle est tellement perturbée qu'elle a presque oublié la moitié des ingrédients. Après vous me direz, ce ne sont que des traces de pas à l'extérieur de la maison, c'est pas censé perturber autant. Une fois terminée, elle se rend en direction de la caisse, elle paye, elle fait son sac, et elle rentre en direction de la maison. Une fois arrivée, elle jette un coup d'œil par la fenêtre un petit peu malgré elle, et elle voit que ces foutues traces de pas sont exactement là, au même endroit, elles n'ont pas bougé, elle cherche pas à comprendre, elle essaye même d'oublier ça, et donc, première chose qu'elle fait, c'est de déballer les courses, et de s'occuper du bébé. La journée se passe relativement bien, dans le sens où il n'y a pas grand chose de nouveau qui se passe. Le soir arrive tranquillement, donc elle prépare le repas du bébé. Une fois que le petit a mangé, elle le couche dans sa chambre, comme à son habitude, et elle, une fois qu'il est endormi, elle descend dans le salon pour se poser devant la télévision. À ce moment-là, la maison est très calme, un peu comme d'habitude, et forcément, vu que ça a été quand même une assez longue journée, à un moment, elle commence à être fatiguée. Elle éteint absolument tout, elle monte dans la chambre où elle dort habituellement, elle se glisse sous la couette, et elle s'endort sans aucune difficulté. La première nuit, tout se passe bien. Bon, on aurait pu penser le contraire avec ces fameuses traces de pas, mais non, tout se passe merveilleusement bien. À l'extérieur, il pleut des cordes, vraiment, il y a une tempête, au point où on entend les gouttes de pluie taper contre les vitres et ça fait un bordel monumental. Mais à l'intérieur, il n'y a pas un bruit. Le bébé est en train de dormir, elle dort paisiblement, donc tout va bien. Le lendemain matin, notre amie se lève, elle s'occupe du bébé, elle prend son temps, elle prend son petit déjeuner, la journée avance et rien n'est bizarre. Cette journée, elle la passe à l'intérieur de la maison, elle joue avec l'enfant, elle lui fait faire des siestes, elle le nourrit, etc. Enfin, la routine. Et en fin d'après-midi, la pluie recommence à tomber, mais cette fois encore plus fort que pendant la nuit. Vu que cette pluie est arrivée en quelques minutes seulement, Camille, elle s'empresse de fermer les fenêtres qu'elle avait ouvertes en imposte, elle allume quelques lumières et elle continue sa soirée. Comme d'habitude, elle couche l'enfant assez tôt, elle vérifie que tout est en ordre et ensuite,
Ensuite, elle finit par monter dormir. Elle se glisse dans le lit en se disant bon ben, le week-end a un petit peu mal commencé parce qu'il y avait ces traces de pas dehors. Finalement, les parents rentrent déjà demain, donc rien ne se sera passé. Au bout de quelques minutes, elle ferme les yeux et elle commence à s'endormir. En pleine nuit, notre amie se réveille en sursaut parce qu'elle a entendu un bruit, et ce bruit, elle ne le reconnaît pas tout de suite. Pendant quelques secondes, elle reste immobile dans son lit en essayant de comprendre d'où ça vient et ce qu'est ce bruit. Elle écoute attentivement ce qui se passe dans la maison, mais le bruit recommence. Et clairement, elle comprend que c'est peut-être quelqu'un qui est en train de fouiller, et plus particulièrement en train de fouiller des tiroirs où il y a des couverts. Alors, comment est-ce qu'on en arrive à cette déduction ? Tout simplement parce que le bruit qu'elle entend, c'est un bruit métallique, comme si on tapait des chaînes entre elles. Sauf que, vous en doutez bien, dans une maison, j'ai envie de dire d'une famille normale, normalement il n'y a pas de chaîne. Donc, la seule chose qui pourrait potentiellement faire ce bruit, ce sont les couverts. Alors, bien que ce bruit lui foute un peu les boules, sa première pensée, c'est de se dire « Je sais qu'il y a un chat, un petit sagouin dans la famille qui aime bien jouer avec tout et n'importe quoi. » Donc, c'est pas impossible que ce soit ce sagouin qui soit monté sur le buffet, qu'il ait ouvert, je ne sais comment, le tiroir, et qui s'amuse à gratter les fourchettes avec sa patte comme il fait d'habitude. Mais très vite, elle revient un peu à la raison parce qu'elle se dit « En même temps, il est 3h, 4h du matin, est-ce qu'un chat est assez intelligent pour sauter sur un meuble, ouvrir un tiroir et bouger des couverts? C'est quand même un petit peu tiré par les cheveux. Après, quand je vois ce que Foudu Benalla sont capables de faire, absolument rien ne m'étonne. Camille se redresse légèrement dans le lit, elle tend l'oreille, le bruit continue, puis il s'arrête d'un coup. Là, elle attrape son téléphone, elle sait même pas quelle heure il est, donc elle regarde et elle se rend compte qu'il est 3h du mat. Elle regarde ses notifications, sauf qu'elle n'a rien du tout. Pas un message, pas une notif d'une application quelconque ou quoi. Et là, ça lui fait tout drôle, parce qu'elle s'était dit, bon, si c'est pas le chat, c'est peut-être les parents qui ont envoyé je ne sais quoi à quelqu'un, peu importe, mais ils m'auraient mis un message, ils m'auraient prévenu. Peut-être même qu'ils sont rentrés plus tôt pour X ou Y raison, mais c'est sûr et certain, ils m'auraient écrit un message. Sauf que là, il y a que dalle, pas un message. Donc, l'ambiance commence à devenir un petit peu particulière. Elle repose le téléphone, mais elle se couche pas. C'est impossible pour elle de se rendormir. Elle reste même assise sur le lit parce que, pour elle, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas normal. Au bout de quelques secondes, qui paraissent juste être une éternité, comme ça, assise sur son lit, elle en vient à la conclusion que quelqu'un est peut-être dans la maison. Ce quelqu'un, probablement qui n'a rien à faire là, c'est pas les parents, c'est pas quelqu'un de la famille ou même des amis. La question, elle est relativement simple. Qui est cette personne et qu'est-ce qu'elle cherche? Camille, quand elle en vient à cette réflexion, elle ne bouge pas, elle reste là, elle écoute le moindre bruit dans cette maison et elle pense à un truc, c'est le bébé qui dort dans une autre chambre et elle prie tout ce qu'elle peut pour que le bébé ne se mette pas à pleurer, pour pas que ça attire la personne qui est en bas ou peut-être même les personnes qui sont en bas. À ce moment-là, elle regarde la porte qui est devant elle comme si elle s'attendait à ce qu'elle s'ouvre toute seule. Et là, elle entend à nouveau des bruits, mais cette fois-ci un petit peu plus lointain, comme si la personne était en train de s'éloigner. Le silence revient d'un coup, et ce silence, elle nous explique qu'il est presque pire que le bruit de métal. Parce que on ne sait pas si la personne s'est cachée, on ne sait pas si elle s'est barrée, ou si elle nous attend derrière la porte avec un cut. Donc, on ne sait pas. Camille attend, elle se demande ce qu'elle doit faire, si elle doit appeler la police, enfin, vous comprenez qu'elle est en train de paniquer complètement, et à mon avis, c'est une erreur, mais après, je juge pas. À ce moment-là, elle se dit, si j'appelle la police, ils vont mettre quelques minutes, quelques dizaines de minutes à arriver, mais forcément, le temps qu'ils arrivent, le mec, il aurait déjà pris ses clics et ses claques, et il se sera barré. Elle fait quelque chose dont j'aurais été absolument incapable, je pense. Elle se lève, lentement, elle se dirige vers la porte de sa chambre, elle l'ouvre très légèrement, et elle passe la tête dans le couloir. Là, tout est sombre, elle avance très lentement dans le couloir et son premier réflexe, c'est pas de descendre pour essayer de trouver le pourquoi du comment, c'est de se rendre dans la chambre du petit, juste histoire de voir que tout va bien. Camille avance de plus en plus en direction de la chambre et quand elle arrive devant la porte, son cœur il est à deux doigts de s'arrêter parce que vraiment elle a le stress qui est en train de monter et il y a un détail qui lui fout la boule au ventre comme elle ne l'a jamais eu, c'est que cette foutue porte de la chambre de l'enfant, elle est entrouverte. Elle la pousse très doucement, elle s'approche du lit et là, mes amis, elle se rend compte d'une chose, c'est que le lit du bébé est complètement vide. Elle reste pétrifiée sur place, elle est figée, elle ne peut même plus bouger ni même cligner des yeux. Elle regarde le lit, elle regarde autour d'elle et elle se dit mais attends, je suis complètement folle, c'est peut-être moi qui suis aveugle. J'ai mal vu, c'est pas possible. Elle se rend vers la porte à nouveau, elle appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume, mais elle a la confirmation, ce foutu lit est complètement vide. Là, elle se couche au sol, elle regarde dessous pour voir si le bébé est pas en train de construire une maison. Elle sort dans le couloir, elle commence à appeler doucement le prénom du bébé, comme s'il s'était barré. Mais vous vous en doutez bien, il n'y a pas le moindre bruit
dans cette maison. Bon, bah elle continue sa fouille, là elle nous raconte que c'est même plus elle qui contrôle ses mouvements, ça se fait tout seul. Elle arrive en bas, elle regarde bien dans le salon, dans la cuisine, et là, elle découvre que toutes les armoires et tous les placards sont ouverts. Et au-delà des placards et des armoires, il y a une chose qui la marque, c'est qu'il y a une énorme fenêtre qui est aussi ouverte. D'ailleurs, dans le salon, c'est presque inondé parce qu'en fait, c'est la baie vitrée du salon qui est ouverte et il fait à peu près -12 dans la maison. Camille fait demi-tour, elle remonte les escaliers, elle regarde encore une fois dans la chambre du bébé comme s'il était réapparu. Voyant qu'il n'est pas là, elle redescend en courant les escaliers, elle attrape son téléphone et elle sort par la porte d'entrée sans même réfléchir pour appeler la police. En fait, elle nous explique qu'elle sort à l'extérieur pour être en sécurité si jamais quelqu'un est encore dans la maison et qu'il est en train de se cacher. Évidemment, pour couronner le tout, dehors, c'est un enfer, il pleut, il y a du vent. Et là, dites-vous qu'elle est devant la maison, elle fait les 100 pas, elle tourne en rond avec le téléphone à l'oreille et elle est super vigilante surtout à ce qui se passe autour d'elle. Elle est là à attendre que quelqu'un de la police décroche quand soudain, elle voit quelque chose, une forme qui est au beau milieu de la route. Au début, elle pense à un chien ou peut-être un chat, enfin un animal quelconque. Elle se rapproche pour aller le sauver, sauf que, en se rapprochant, c'est pas un chien ni même un chat, c'est le bébé. Il est là, en slip, enfin pas en slip mais en pampers, au milieu de la route, en train de jouer, enfin de faire ce qu'un bébé fait, et il ne bouge pas. Camille, lorsqu'elle voit ça, elle a juste l'impression d'être dans un rêve. Elle s'approche de lui et en fait, elle se rend compte qu'il n'est pas en train de jouer, il est juste en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Donc forcément, elle se précipite vers lui. Elle le prend dans ses bras, elle essaye de le réchauffer et elle se barre dans la maison. Une fois à l'intérieur, elle claque la porte derrière elle s'enferme à clé et elle monte directement dans la chambre dans laquelle elle dort. Elle se pose sur le lit et elle appelle enfin la police. Très vite, elle explique les choses importantes dans le sens qu'il y a eu un cambriolage chez les gens chez qui elle fait un babysitting, que quelqu'un est entré par effraction, que le bébé a disparu pendant quelques minutes et que, heureusement, elle l'a retrouvé dehors. Elle répond très vite aux questions de la dame qu'elle a au téléphone. D'ailleurs, elle lui dit de rester bien enfermée jusqu'à ce que les secours arrivent. Camille raccroche, elle reste là, assise, à attendre la police. Les minutes passent lentement, elle n'entend plus rien d'autre qu'un silence juste terrible et le seul bruit concret qu'elle entend, c'est les gouttes d'eau qui tapent contre les vitres. La question, c'est est-ce que la maison est safe ou est-ce que quelqu'un est encore caché à l'intérieur. Au bout de 10 minutes, et mes amis, je pense que vous vous rendez pas compte ce que c'est 10 minutes dans un cas comme ça, mais au bout de 10 minutes, les forces de l'ordre arrivent, et là, Camille se lève d'un coup. Les policiers viennent toquer, ils entrent dans la maison. Un policier pose des questions à Camille pendant que 2 autres sont en train de fouiller toute la maison, et là, elle leur raconte tout en détail, que ce soit ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a ressenti, et une fois qu'elle a terminé de répondre aux questions, elle est là, assise sur le canapé, en état de choc complet, avec le bébé qui est contre elle. Là, sa seule préoccupation maintenant, c'est de savoir si la maison est safe, s'il n'y a pas un mec qui est en train de se cacher, et heureusement, c'est seulement au bout de 15 minutes que les policiers lui disent « Bah écoutez, on n'a rien trouvé, il n'y a pas de trace de quelqu'un ou je ne sais quoi, donc vous êtes en sécurité. » Ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent quand même les parents du bébé, histoire qu'ils puissent rentrer et être au courant de ce qui se passe. Et eux, vous en doutez bien, ils n'ont pas attendu la fin de leur séjour, ils sont rentrés en pleine nuit. Quand ils se garent devant la maison, ils comprennent tout de suite qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer parce que il y a plein de voitures de police. Et dites-vous que lorsque Camille les a appelés pour leur dire de rentrer, elle n'a pas voulu les inquiéter, elle leur a simplement dit rentrez rapidement, afin qu'ils ne se mettent pas en danger sur le chemin du retour ou je ne sais quoi à cause du stress. Les parents sortent de la voiture, ils sont complètement perdus et paniqués. Ils entrent dans la maison et là ils voient Camille, le bébé et des policiers. Heureusement, ils ont eu la gentillesse de rester avec elle pendant plusieurs heures après que tout ça se soit passé. Déjà pour la rassurer, en plus de ça pour parler aux parents et leur expliquer que voilà, il n'y a rien de grave dans le sens le bébé va bien, Camille va bien, la maison va plutôt bien, mais que le résultat de tout ça aurait pu être bien pire. Après avoir lâché toutes les larmes de leur corps et avoir pris leur enfant dans les bras, ils regardent l'état de la maison et ils ne reconnaissent plus rien. Il y a tout qui est ouvert et eux, ça fait à peine 1 ou 2 jours qu'ils sont partis. C'est pas ils sont partis il y a 3 ans. Donc, ça fait bizarre. Camille, quand elle voit ça, quand elle voit que les parents vont bien, que le bébé va bien et que tout le monde va bien en gros, il se met à pleurer, c'est le soulagement total. Maintenant, la question qu'on se pose, qui était cette personne? Déjà, est-ce que c'était une personne ou plusieurs? Qu'est-ce qu'elle cherchait? Est-ce que c'était ciblé envers la famille du bébé? Ou est-ce que c'était simplement quelqu'un qui cherchait de l'argent ou je ne sais quoi? Ça, malheureusement, on n'a pas la réponse parce qu'en fait, les enquêteurs n'ont pas trouvé beaucoup d'indices. Alors, le fait qu'il y ait eu un cambriolage, ça, on n'en a aucun doute, mais ils n'ont pas retrouvé d'empreintes, ni même de traces. La seule potentielle piste qu'on a, ce sont ces fameuses empreintes que Camille a vues en bas de la fenêtre la veille, mais elle n'arrive pas à les décrire précisément, on n'arrive pas à savoir quelle est la marque de la chaussure, ni même la taille, encore moins à qui elles appartiennent. Donc, c'est des indices qui ne servent un peu à rien. Maintenant, moi, il y a une autre question qui me vient en tête, et peut-être que c'est votre cas aussi. Comment ça se fait que le bébé se soit retrouvé au milieu de la route? Pour vous resituer la chose, sa chambre est à l'étage, donc ça veut dire qu'il est descendu par
je ne sais quel moyen, soit à quatre pattes, soit porté par le cambrioleur. Mais concrètement, ce qui s'est passé, j'en ai aucune idée, il n'y a pas de caméra de surveillance, il y a seulement le bébé qui sait tout. Malheureusement, il ne parle pas encore, donc on n'en saura rien. L'essentiel, c'est que tout le monde aille bien, le bébé, les parents, Camille. Mais autant vous dire que notre amie, elle n'est pas prête du tout de refaire du babysitting, et encore moins pendant un week-end entier. J'espère que vous l'avez apprécié, en tout cas, moi j'ai bien kiffé, parce qu'il y a une tension qui est tout du long, et vraiment déjà de se dire qu'il y a un cambriolage en temps normal, c'est terrible, mais de penser qu'il y a un bébé dans la maison et qu'on ne le retrouve plus, je crois que ça amplifie par 4 la situation. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, moi je vous propose de reprendre une petite boisson, on se réinstalle confortablement, et on est parti pour la deuxième histoire. Cette deuxième histoire, mes amis, c'est celle de Julia. Julia est au lycée, elle a 17 ans, et jusque-là, elle mène une vie plutôt normale. Quand je dis plutôt normale, c'est qu'il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe. C'est la routine entre les cours, les sorties avec ses potes, et c'est tout. Notre amie nous raconte qu'elle a de bonnes notes, sans être première partout, donc c'est classique. Elle s'entend bien avec pas mal de monde, elle a un groupe de copines avec qui elle traîne tous les jours, que ce soit entre les cours, à la pause de midi, dans les couloirs, et parfois même en dehors de l'école. Elle nous raconte que c'est pas quelqu'un de très populaire au lycée, parce que vous savez, quand vous avez stage, il y a toujours un peu une star du lycée. Bah là, dans notre histoire, c'est pas le cas de Julia, et j'ai envie de dire, ça change pas grand chose. Mais c'est quelqu'un qui est apprécié par à peu près tout le monde, dans le sens elle pose pas de problème, tout le monde l'aime bien, et c'est super cool. Je vous dis ça parce que c'est important. Dans son groupe de filles, dans lequel elle est, il y a plusieurs personnalités différentes. C'est-à-dire que certaines sont plus discrètes, d'autres sont plus bavardes. Et puis, il y a cette fille en particulier, celle qui attire toujours l'attention de tout le monde, celle qui parle un petit peu plus fort que les autres, qui connaît tout le monde, qui est invitée à la moindre soirée, à la moindre fête d'anniversaire, et surtout celle dont la vie compte sans qu'on sache vraiment pourquoi. Vous l'aurez compris, c'est un petit peu la star du groupe, voire peut-être même de l'école. Et c'est... Alors, pour moi, c'est une mauvaise chose, mais vous pensez ce que vous voulez, c'est surtout ce genre de personnes qui peuvent lancer certaines modes ou même certaines rumeurs. Je vous le dis parce que je l'ai vu de mes propres yeux quand j'avais cet âge. Il y a toujours un mec ou une fille qui est un peu plus populaire que les autres, qui arrive à faire en sorte qu'il y ait des entre guillemets moutons qui le suivent. Et du coup, quand je vous raconte cette histoire, j'ai bien l'impression que Julia, elle est un peu dans ce cas-là. Il y a quelqu'un de plus populaire qu'elle. Est-ce que ça va mal finir ou pas ? La suite nous le dira. Julia, cette fille, elle la connaît très bien. Elles se parlent depuis longtemps, elles ont partagé des moments incroyables ensemble. Elles ont même eu des discussions un petit peu plus profondes, elles se sont partagées des secrets. Donc on peut naturellement penser qu'elles sont plutôt potes. Bref, la vie suit son cours comme d'habitude, les journées se ressemblent les unes des autres. Il y a les cours, les contrôles, les discussions un petit peu inutiles pendant les pauses, mais petit à petit, Julia, elle commence à entendre des choses. Bon, c'est pas directement de la part d'une personne, c'est un peu des voix qu'elle entend à la cafétéria, etc. Mais des fois, elle nous explique qu'elle a un peu la sensation que des gens rigolent sur elle ou qu'ils parlent d'elle. Par exemple, lorsqu'elle entre dans une pièce, des gens se mettent à rire. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ? On ne sait pas. Mais c'est suffisamment gênant pour qu'elle commence à le ressentir et à le remarquer. En fait, elle a l'impression d'avoir, je sais pas, un truc tatoué en grand sur le front et que ça choque tout le monde. Sauf que, c'est pas le cas. Ça, c'est venu un peu du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'avant, ça ne se passait pas du tout comme ça. Comme je vous l'ai dit, tout le monde était très gentil avec elle, elle s'entendait bien avec à peu près toute l'école. Et là, en quelques jours à peine, ça a changé. Bon, au début, elle n'y prête pas vraiment d'attention, elle se dit que ça n'a rien à voir avec elle, et que probablement ses rires et ses chuchotements sont provoqués par autre chose. Mais, un jour, une de ses copines lui dit presque naturellement que certaines personnes disent qu'apparemment, elle serait complètement instable. Bon, premier réflexe de Julia, c'est de rigoler, parce que elle se demande déjà qui a pu dire ça et comment est-ce qu'on peut imaginer ça d'elle. Quand elle lui demande ça, sa copine hausse les épaules en mode « aucune idée ». Mais elle lui dit « attention, j'ai l'impression qu'il y a des rumeurs sur toi ». Bon, suite à ça, Julia nous raconte que ça l'a perturbé un petit peu, cette phrase, parce que, voilà, quand on est à stage, quand on est jeune, quand on est dans une école où il y a beaucoup de monde, avoir une rumeur sur sa gueule, c'est pas le truc le plus sympa. D'ailleurs, je tiens à le préciser, c'est du harcèlement, donc si vous faites ça, vous êtes une sombre merde. Si vous voyez quelqu'un qui est victime de ça, je sais que c'est pas facile, mais soyez de son côté, ne soyez pas du côté des bolos qui alimentent ces rumeurs. Alors, déjà, ça ne sert à rien, ça fait que du mal à une personne, ça peut d'ailleurs lui détruire sa vie. Et si je me mets à la place des personnes qui harcèlent, je ne sais concrètement pas ce que ça vous apporte dans la vie, parce que sachez qu'au bout de 5 ans, tout le monde en a rien à foutre des rumeurs qu'il y avait en 2010-2013. Donc avoir une petite sensation de gloire sur le moment, il n'y a pas grand-chose. Après ces jours, Julia apprend qu'il y a d'autres rumeurs la concernant qui circulent. Elle entend que, soi-disant, elle ferait peur aux gens, qu'elle a parfois des comportements bizarres, et qu'elle serait même prête à déraper à tout moment, et pour rien. Ces rumeurs, elles sont jamais vraiment précises, dans le sens, c'est un peu des trucs bidons. Il y a rien de concret, il y a pas d'exemple, il y a pas de preuves. C'est simplement des choses comme ça qui sont lâchées sur elle sans aucune explication. Au bout d'un moment, Julia, elle est maligne. Elle commence à comprendre d'où ça pourrait venir. Elle capte que
c'est toujours la même fille qui raconte ce genre de choses. Et cette fille, j'imagine que vous savez très bien de qui il s'agit, c'est cette fille qui est populaire, donc qui, je vous le rappelle, fait partie du groupe d'amis de Julia. Et ça, c'est un petit peu problématique. Un jour, Julia va vers son groupe d'amis, et là, elle l'entend dire aux autres qu'elle aurait déjà enfermé quelqu'un chez elle. Comme ça, pour rien, histoire de rire un bon coup. Et elle le dit pas sur un ton en mode « j'ai peur », elle le dit sur un ton très moqueur, en mode « je te pointe du doigt, regarde comme t'es folle ». Et évidemment, toutes les autres personnes du groupe se mettent à rire. Certaines ont l'air surprises, d'autres ont l'air carrément gênées, mais personne ne s'oppose et personne ne se met du côté de Julia. Évidemment, avec ce que je vous ai dit avant, vous l'aurez compris que si vous êtes témoin d'une chose comme ça, forcément, vous serez du côté de Julia. Je me suis bien fait comprendre. Notre amie, elle reste figée, elle ne comprend pas parce que, déjà, elle n'a jamais fait ça et elle comprend pas comment ses potes ne la défendent pas. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend son courage à deux mains, elle va vers cette fille et elle lui demande calmement, mais pourquoi est-ce que tu racontes ce genre de choses sur moi? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Et là, cette bonne, je me suis un petit peu emporté, cette fille lui dit que, voilà, c'est pour rire, c'est pour amuser la galerie, qu'elle exagère, qu'elle extrapole, enfin voilà, elle essaye de se dédouaner un peu. Sauf que Julia, vous imaginez bien, ça la touche au plus profond de son âme et c'est en train de lui pourrir toute sa scolarité. Et au-delà de ça, parce que ces gens, il faut se dire que c'est des spécialistes dans la manipulation, ils arrivent à toujours remettre la faute sur vous. C'est-à-dire que là, la fille arrive à remettre la faute de Julia en mode « c'est toi qui prends tout trop à cœur, nous, on ne fait que rire ». Bon, Julia, elle est clairement prise pour une conne, on va dire les termes, on va être franc, on va parler français. Du coup, elle se sent un petit peu bête, elle est complètement en panique, mais bon, elle arrive encore à lui donner raison, dans le sens, elle se dit peut-être que c'est maladroit, peut-être qu'effectivement c'est son humour à elle, je laisse passer quelques jours, et normalement, ça devrait s'arrêter. Sauf que, malheureusement, c'est tout le contraire qui se passe. Les rumeurs continuent, elles se transforment, elles s'amplifient, et c'est plus seulement des histoires qui sont racontées à la légère, et qui restent dans un groupe d'amis assez restreint. C'est pas du tout le cas, c'est en train de tourner dans toute l'école, au point où il y a des élèves que Julia ne connaît pas du tout, qui commencent à la regarder bizarrement. Ils se moquent d'elle, et là, il n'y a plus de doute. Il y en a même qui, dans les couloirs, l'évitent, donc c'est-à-dire que lorsqu'ils la voient devant eux, ils prennent une autre direction. Et elle entend même des gens dans le couloir qui lui disent « Cette meuf est folle, elle est complètement dangereuse. Faites, s'il vous plaît, attention à elle. » À chaque fois qu'elle confronte cette fameuse fille populaire, la réponse est la même. En gros, elle nie la gravité de ce qu'elle fait, elle minimise absolument tout. Et surtout, elle retourne la faute contre Julia. Elle lui dit « Tu dramatises tout. » En gros, arrête de nous faire chier. Le problème, c'est que maintenant, Julia, elle a une image qui ne lui correspond pas dans l'école. À la base, c'est un amour, c'est quelqu'un qui est extrêmement gentil avec tout le monde, comme je vous ai dit au début. Mais là, tout le monde pense que c'est la folle du bus. Les journées au lycée, elles deviennent détestables. Julia n'est plus à l'aise nulle part, c'est-à-dire dans les couloirs, dans la salle de classe, même aux toilettes, on vient l'emmerder. Et elle commence même à douter d'elle-même, à se demander si elle n'a pas fait quelque chose de travers. Mais le peu d'amis proches qui lui restent la rassurent et lui disent « Non, t'es une personne formidable. Tu n'as rien fait de faux, c'est simplement cette pardon, je me suis encore un petit peu emporté, c'est simplement cette personne qui dit de la merde sur toi. Ça dure pendant quelques jours. Ses amis parlent avec elle, mais Julia, elle remarque que plus le temps avance, plus ses amis proches commencent à douter d'elle. Un peu comme si cette fille populaire avait planté une petite graine dans leur cerveau et qu'elle commençait à se développer. En fait, c'est simple, elle a l'impression que ses potes les plus proches se disent « Mais attends, on va pas dire ce mot parce que peut-être qu'elle va sortir un couteau et nous planter. On va pas dire ça parce que peut-être qu'elle va venir chez nous et brûler la maison. » Et ça, sincèrement, quand on a son âge, quand on est à l'école, quand on est jeune, je sais pas s'il y a quelque chose de pire qui peut se passer. Les jours passent, Julia continue d'aller en cours parce qu'elle n'a pas le choix. Évidemment, de son côté, la fille populaire devient encore plus populaire. C'est la star du lycée. Tout le monde est en train de l'aduler, tout le monde est en train de la suivre dans tout ce qu'elle fait. Ils font les mêmes gestes, ils disent la même chose, ils reprennent ses expressions. Et vous imaginez bien, quand Julia, elle voit ça, elle est toute colère. Elle est rouge, elle va exploser. Mais elle se retient. Elle reste calme parce qu'elle sait que le silence, c'est la meilleure des choses. Et ça, Julia, un grand respect. Parce qu'il faut un sang-froid de malade mental pour faire ça, parce que je pense que j'aurais explosé. Le problème, c'est que ce sang-froid, malheureusement, il n'est pas éternel. Il dure pendant un petit moment, jusqu'au jour où, lorsqu'elle sort des cours, tout bascule. À ce moment-là, il est un petit peu plus tard que d'habitude, la cour commence à se vider. Les élèves sortent par petits groupes, Julia marche seule vers l'arrêt de bus. Elle a son sac à dos sur les épaules, le regard baissé, et elle entend des pas derrière elle. Bon, on est en sortie d'école, elle en a rien à secouer, c'est normal. Sauf que, à un moment, il y a une main qui attrape son bras très fort. Elle n'a même pas le temps de comprendre de qui il s'agit ou si c'est un animal ou un humain. On la tire brusquement sur le côté et on la plaque violemment contre un mur. À sa plus grande surprise, la personne qui est en train de la plaquer contre le mur porte une cagoule, donc elle n'arrive pas à distinguer concrètement son visage. Elle essaye de crier à l'aide, mais le mec lui bloque la bouche avec la main et il lui parle à voix basse. Il est en train de l'insulter, de cingler, lui dire qu'elle est complètement folle, qu'elle fait peur à absolument tout le monde, qu'elle se croit tout permis, et à un moment,
temps, il en vient même à la menacer. Il lui dit qu'elle ferait mieux d'arrêter immédiatement ses conneries et que si elle refuse et que malheureusement pour elle, elle continue, elle finira enfermée dans une cave. Julia comprend instantanément quelque chose de terrible. Cette personne ne parle pas au hasard, elle répète mot pour mot ce que cette fille populaire a dit, ce qu'elle raconte sur elle depuis des semaines, et c'est juste terrible. Julia, elle est en pleurs, elle essaye de se dégager et de parler, mais avant même qu'elle ait le temps de faire le moindre mouvement, le gars enlève son bras et il se barre en courant. Évidemment, personne n'a rien vu, sinon ça aurait été trop simple. Julia, elle est paralysée, elle reste plaquée contre le mur quelques secondes parce que elle sait pas où elle est. Non seulement elle est complètement terrorisée, mais son bras lui fait super mal. Et son cœur, il a à 2 doigts de s'arrêter, donc la situation, elle est effrayante à souhait. Pour couronner le tout, il y a des élèves qui passent à côté d'elle, ils voient très bien qu'elle est mal, mais ils en ont rien à péter. Notre amie se redresse lentement, elle pleure, elle comprend qu'elle vient de se faire agresser à cause d'une rumeur, et que là, c'est en train de dépasser simplement les paroles, ça devient physique, donc sa vie est en danger. Ce soir-là, Julia rentre chez elle avec une boule pas possible dans le ventre. Elle raconte ce qui s'est passé à ses parents et même si il la rassure, même si on lui dit que c'est grave, même si on la soutient dans ce qu'elle dit, elle sent que là, on est allé beaucoup trop loin. Ses parents, voyant dans l'état dans lequel est sa fille, ils appellent le lycée, ils racontent tout ce qui s'est passé, mais malheureusement, comme la personne qui l'a agressé portait une cagoule, on ne peut malheureusement pas être sûr et certain qu'il s'agissait de quelqu'un du lycée. Donc autant vous dire que la direction de l'école a simplement dit « Bah écoutez, on ne peut rien faire, faute de preuves ». Et ça, c'est catastrophique. Évidemment, suite à ça, l'histoire reste un peu en suspens parce que personne ne veut prendre la responsabilité. Et autant vous dire que l'école, elle n'en a pas grand-chose à secouer. Pour eux, leur positionnement est clair, c'est simplement des petites histoires d'ados. Et en gros, c'est pas si grave. Les jours qui suivent, Julia retourne au lycée parce qu'elle n'a pas le choix, sauf qu'elle a une peur absolument monstre de ce qui peut arriver. Et dans sa tête, il y a cette question qui tourne, mais qui a pu me faire ça ? Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris à moi ? Et ça la ronge de l'intérieur. Peut-être qu'effectivement, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec le lycée, peut-être que c'est encore pire, que c'est une amie très proche qui lui a fait ça. Et le problème, c'est que tout ça continue, ça devient de pire en pire parce que cette fille populaire continue les rumeurs, un peu comme si rien ne s'était passé finalement. Pendant ce temps, notre amie, logiquement, elle essaye de mener sa petite enquête. Est-ce qu'elle arrive à voir des petits signes qui pourraient potentiellement lui permettre d'identifier la personne qui l'a agressée ? Malheureusement, elle ne trouve rien de très concluant, parce que je vous le rappelle, il avait une cagoule, on ne voyait que dalle, ça s'est passé très rapidement. Et là, elle sent que tout ça commence un petit peu à diminuer, dans le sens, elle reprend gentiment une vie normale, les rumeurs commencent à se tasser, elle n'a pas été agressée à nouveau. Donc on est plus ou moins sur la bonne voie. On est 3 mois plus tard, donc dites-vous que 3 mois dans une histoire comme ça, c'est énorme, parce que vivre pendant 3 mois avec ça dans la tête, et de vivre ça au quotidien pendant 3 mois, c'est terrible. Il y a un jour où son autre groupe de potes, en fait c'est un groupe de potes qui est dans une autre école, elle les a rencontrés parce qu'en fait ils font un sport en commun dans un club, eh bien il y a un membre du groupe qui lui dit bah écoute, aujourd'hui il y a une soirée d'Halloween, est-ce que tu veux venir avec nous ? Parce que voilà, on sait que dans ton école ça se passe pas bien, tes amis elles te font même la gueule, mais tu sais que nous on est toujours là pour toi, on a envie de te voir sourire, on a envie de te voir heureuse, donc est-ce que tu veux venir à cette soirée avec nous ? Là, Julia elle nous raconte qu'il y a quelque chose qui se passe en elle, c'est de se dire mais à la fois j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai trop peur de ce qui pourrait se passer, mais en même temps je suis refaite qu'ils me proposent d'aller à leur soirée parce que ça montre qu'il y a des gens qui tiennent à moi. Elle lui dit écoute, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup ta proposition, laisse-moi un jour pour y réfléchir parce que voilà, je peux pas te donner la réponse tout de suite, mais promis, je te tiens au courant. Le soir même, elle rentre à la maison, elle se pose dans son lit, elle commence à réfléchir et très vite la réponse lui semble évidente, elle a vraiment envie d'aller profiter avec eux, de s'amuser à nouveau et de reprendre le cours de sa vie. Jusqu'à la soirée, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Les rumeurs continuent de baisser, aucune nouvelle agression, ça commence un petit peu à s'améliorer dans l'école, même si voilà, il y a toujours des bolosses qui rigolent quand elle arrive, qui se moquent, etc. Mais c'est moins présent qu'avant. Julia, le jour avant la soirée, elle retrouve une de ses amies au centre commercial pour acheter son plus beau déguisement, enfin, son déguisement le plus effrayant, si je peux dire, et elle nous raconte qu'elle passe une journée incroyable. Ça fait trop plaisir à entendre parce que elle profite bien. C'est une journée qu'elle attendait depuis très longtemps, depuis des mois, et elle est enfin là, elle peut enfin profiter, et ça n'a pas de prix. Le lendemain, c'est le jour J, c'est le jour où cette fameuse soirée d'Halloween aura lieu. Elle se retrouve avec ses potes, tout le petit groupe se rend dans la maison où ça va se passer, et là, ils fêtent comme il se doit. Ils dansent, ils rigolent, ils se font des blagues, et à un moment, vient l'heure de rentrer à la maison. Là, il est à peu près 3 à 4 heures du matin, donc Julia, elle a bien profité, et elle décide avec une amie à elle de rentrer à pied, parce qu'en fait, elles habitent littéralement à côté. Sur le chemin, elles discutent de la soirée, elles se disent que c'était excellent, que c'était beaucoup trop bien, et Julia, elle lui dit, bah écoute, moi, ça m'a fait beaucoup de bien de passer cette soirée avec vous, de m'amuser comme avant, et de reprendre ma vie. Mes amis, au moment où elle lui dit ça, il y a 2 fantômes qui apparaissent devant elle,
c'est pas des fantômes, c'est des mecs qui sont déguisés en fantômes. Et ils s'arrêtent. Ils sont là, immobiles devant elle, à les fixer, avec leur putain de masque de fantôme sur la tête. Donc à la fois ils sont pas crédibles, mais à la fois ils sont un peu effrayants. Et apparemment, ils ont surgi d'une petite forêt qui était sur le côté. Là, le premier réflexe de l'amie de Julia, c'est de lui prendre la main, parce qu'elle sait très bien que Julia, il y a des gens qui veulent s'en prendre à elle. Et là, les deux s'arrêtent. Donc, il y a des mecs devant elle, plus personne ne bouge. Sa pote essaye de détendre l'atmosphère, elle dit au mec « Ah, vous étiez aussi à la soirée ?» Mais elle voit qu'ils ne répondent pas. Bon, chelou l'ambiance, est-ce que ça fait partie de leur roleplay de ne pas parler parce qu'un fantôme ne parle pas? Mes amis, tout va très vite basculer. Il y a un mec qui sort quelque chose de sa poche. Ils s'avancent les deux vers les deux femmes. Elles sont pétrifiées, paralysées. Elles n'arrivent même pas à partir en courant. Et pendant qu'ils sont en train de s'avancer vers elles, il y en a un qui dit « Julia, tout ce que t'as fait, ça va pas que se répercuter sur toi. Ce soir-là, malheureusement, c'est ton ami qui va prendre cher. » Là, dites-vous que les mecs sont à 2-3 mètres seulement des filles. Julia est paralysée. Elle voit dans la main qu'il tient un couteau. C'est pas un bâton, c'est pas un crayon. C'est une putain de lame. Elle tient toujours la main de sa pote et elle lui dit « On se barre ». Elles ne réfléchissent pas, elles se mettent à courir dans la direction opposée. Et la course dure pendant 3 minutes. Mais mes amis, 3 minutes à ce moment-là, c'est, je pense, l'équivalent d'une année scolaire, tellement ça passe lentement. Elles sont essoufflées, elles ne peuvent juste plus courir, mais elles n'ont pas le choix. Si elles s'arrêtent, elles se font planter et c'est peut-être la fin de leur vie. Donc, elles courent. À un moment, c'est soit ça s'arrête, soit c'est fini pour elles. Mais Julia, quelques mètres devant elle, elle semble apercevoir des silhouettes. Alors là, il y a deux possibilités. Soit c'est d'autres personnes qui veulent lui faire du mal, et là, c'est terminé, il n'y a pas photo. Ou alors, il y a une infime chance que ce soit des gens bien élevés, bien éduqués, qui pourront potentiellement les aider. Elles ne réfléchissent pas, parce que de toute façon, elles savent qu'il faut courir, elles se dirigent vers eux. Et heureusement, mes amis, mais je dis heureusement parce que vraiment, je suis soulagé de savoir ça, c'est des gens qui sont bien intentionnés parce que c'est leur groupe de potes qui n'avaient toujours pas réellement quitté la fête. En fait, ils étaient simplement sortis de la maison, ils avaient continué sur le parking et c'est là où elles se trouvent. Elles n'ont même pas remarqué qu'en fait, elles ont couru en direction de la maison où elles ont fait la soirée. Et là, lorsque les deux mecs, dont celui qui tenait le couteau, voient que elles ont retrouvé leurs potes, ils font demi-tour et ils se barrent. Il y a 4 potes de Julia qui essayent de les courser, mais ils abandonnent assez vite parce que ces espèces de mange-merde sont retournés dans la forêt de laquelle ils ont surgi au début. Là, mes amis, Julia, elle est juste sur le point de s'effondrer, elle n'en peut plus de cette histoire parce que elle qui pensait que ça revenait gentiment à la normale, au final c'est encore pire qu'avant parce que cette fois-ci, le mec, je vous le rappelle, il avait un couteau. C'était pas pour couper des oignons ou éplucher une patate, non, c'était pour le mettre dans quelqu'un et plus particulièrement sa pote qui, je vous le rappelle, n'a jamais rien demandé. Là, ça va beaucoup trop loin, les potes de Julia appellent ses parents pour leur dire écoutez, faut venir chercher votre fille parce que les choses sont en train de mal tourner. Et à partir de ce soir-là, il y a une réelle plainte qui est déposée par les parents à la police et les choses se mettent un petit peu en mouvement. Le problème, c'est que c'est super dur d'identifier les personnes qui ont fait ça parce qu'elles avaient des cagoules, elles étaient déguisées, on n'a jamais retrouvé le couteau, personne ne veut parler. Et mes amis, dites-vous que l'histoire va extrêmement loin, à un tel point que la police a reçu l'autorisation de fouiller l'ensemble des téléphones des gens de l'école pour espérer trouver une preuve. Heureusement d'ailleurs qu'ils ont reçu cette autorisation, parce qu'aujourd'hui, s'ils n'avaient pas eu, on ne saurait pas qui c'était. Et vous allez voir, c'est terrible. L'enquête s'est déroulée de façon assez rapide parce que beaucoup d'enquêteurs ont été mobilisés. Et sur certains téléphones d'un groupe d'amis en particulier, on a retrouvé des conversations un peu particulières. Grâce à ces 2 conversations, on a pu identifier 2 personnes. C'est les personnes qui étaient déguisées en fantômes et qui tenaient un couteau devant elles le dernier soir. Et ces 2 mecs, c'est en réalité le copain de la petite starlette de l'école, ainsi que son meilleur pote. Les 2 sont mineurs, et autant vous dire qu'ils ont été dans la merde après ça. Maintenant, il y a une chose qu'on ne sait pas, on n'a pas la réponse, mais je pense qu'on l'a au fond de nous. C'est qui était cette personne qui l'a plaqué contre un mur à la sortie du lycée, donc la première agression qu'elle a vécue. Personnellement, je pense que c'est un de ces 2 bolos, après, peut-être pas. On ne sait pas, mais ça m'étonnerait pas. Ces 2 personnes, mes amis, elles ont été foutues loin de l'école, elles ont été exclues. Et excellente nouvelle, mes amis, je suis refait en lisant ça. C'est pas les seuls à être exclus. Il y a la petite starlette, elle a pris ses bagages et elle s'est barrée. Ils ont décidé de la virer également parce qu'elle a bousillé la scolarité d'une personne et au-delà de la scolarité, elle lui a carrément bousillé la vie pendant près d'une année. Donc en gros, si je résume avec des mots très français, ils lui ont simplement dit tu prends tes cahiers, tes crayons et tu vas te faire foutre. Mes amis, très bon move de la part de l'école, je suis même déçu que ça ne soit pas allé plus loin, qu'il n'y ait pas eu une plainte. Enfin, il y en a eu une, mais qu'elle n'ait pas été jugée comme un adulte responsable parce que ces personnes savent exactement ce qu'elles font, peu importe si elles sont mineures ou pas. Et là, on parle d'être mineur, mais on parle pas de 12-13 ans, on parle de 17 ans et demi. Pour moi, voilà, je veux pas être extrême, mais pour moi, ça devrait être jugé. Alors certes, on va pas les condamner à la prison à vie, mais je pense qu'il faut être extrêmement ferme parce que si on ne l'est pas,
ça fait que empirer. En fait, ça montre concrètement aux gens que rien n'est punissable parce que vous avez en dessous de 18 ans. Et ça, je pense que c'est un drame absolu. En tout cas, une très bonne nouvelle selon moi, c'est que tous les amis de Julia lui ont apporté son soutien. Ils se sont même excusés d'avoir cru cette petite starlette plutôt que de la croire elle. Julia nous explique qu'elle s'est difficilement remise de cette situation, mais qu'aujourd'hui, ça va, elle a repris goût à la vie, et je ne peux pas être plus content de lire une telle phrase. En tout cas, Julia, je pense qu'au nom de la chaîne et au nom de tous les humains sur Terre, on ne peut que te souhaiter d'être heureuse, de vivre la meilleure vie, il n'y a que des belles choses qui t'attendent. Et j'en profite, je sais que je suis un petit peu chiant avec ça sur la chaîne, mais pour moi, c'est mon devoir, c'est mon rôle. Si vous êtes témoin d'une situation d'harcèlement envers quelqu'un, agissez, ne restez pas là planté à rien faire, et encore pire, n'alimentez pas la chose, n'alimentez pas le harcèlement. Parce que si c'est le cas, je vous chope, je vous emmène en prison et je témoignerai contre vous, je serai du côté de la personne. Et une fois que la procédure est terminée, je vous rajoute une plainte au cul moi-même. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? J'espère, vous m'avez bien compris, on arrête le harcèlement. Il y a assez de problèmes débiles sur cette planète, la vie est déjà trop difficile parfois pour qu'on se rajoute ça. On ne sait pas ce que vivent ces gens, peut-être qu'ils ont une situation dramatique à la maison, donc si en plus on vient leur pourrir à l'école en inventant des rumeurs, mais vous imaginez bien que la personne, elle a juste envie de mourir. Donc si vous êtes dans ma communauté et que par malheur vous harcelez des gens, je vous laisse une dernière chance, arrêtez immédiatement, dès cette seconde-là, je vous en serai extrêmement reconnaissant. Et c'est mieux pour vous. C'est pas des menaces, prenez-le comme vous voulez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que les deux histoires vous auront plu, même si la deuxième, voilà, elle fait assez mal au cœur. L'essentiel, c'est que Julia est bien, c'est tout ce qui compte. Moi, je vous promets de vous retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, vous prenez soin de vous. C'était Melvin, on arrête le harcèlement. Ciao tout le monde.